Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux droits de succession et aux éventuelles évolutions qui pourraient concerner les successions en France. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Guillaume Essette. Bonjour Guillaume Essette. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur associé chez Gfineo et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Pierre-Elliott Blum. Bonjour Pierre-Elliott Blum. Bonjour Nicolas. Vous êtes avocat associé spécialisé en fiscalité au sein de l'UMA Avocat. Alors, si on se pose la question de l'évolution des droits de succession, c'est que ça fait partie des sujets débattus au sein du projet de loi de finances actuellement à l'Assemblée nationale. Peut-être première question pour vous deux, la même pour vous deux. On va commencer avec vous, peut-être Pierre-Elliott Blum puis Guillaume Essette. Comment on se sent en tant que professionnel de la fiscalité quand on voit effectivement un projet de loi de finances, j'allais dire, et ça n'engage que moi, mais qui part un peu dans tous les sens, entre les échanges qu'on peut avoir entre le gouvernement, la commission des finances et ce qui finalement est voté à l'Assemblée nationale, et qui laisse quand même entendre qu'il va y avoir un durcissement de la fiscalité, même si on a du mal à comprendre réellement à quoi ça va ressembler in fine. Alors c'est un jeu assez complexe puisque évidemment que nos clients nous interrogent durant cette période sur les impacts du projet de loi de finances, et donc on n'est pas complètement perdu, mais on est un petit peu dans le flou parce que on n'est pas en mesure à ce jour d'anticiper ce qui va être voté, ce qui peut passer aussi par le biais du 49.3, et donc on est un petit peu en attente comme tout le monde. Alors on peut évidemment conseiller nos clients sur des choses à anticiper, sur les risques qui pourraient arriver pour l'année prochaine, mais on n'est pas certain dans nos conseils à ce stade sur qu'est-ce qui va être définitivement voté à la fin de l'année. Guillaume Essette, c'est ça le constat actuel, c'est en même temps il faut essayer d'anticiper un maximum et on n'a aucune certitude à l'heure actuelle. Alors oui, bien sûr, on n'a aucune certitude puisque le jeu parlementaire est complexe et qu'il est loin d'être terminé. Il y a quand même une tendance. La tendance, c'est en général plutôt à l'alourdissement qu'à l'allègement de la fiscalité. Ça a été affiché clairement. Voilà. Ensuite, pour le sujet spécifique des droits de succession, en fait, quand on regarde le rapport de la Cour des comptes, dont le Parlement va peut-être s'inspirer au moins en partie, ce que propose la Cour des comptes, ce n'est pas un durcissement de la fiscalité, c'est à recette constante pour l'État de redistribuer les cartes. C'est-à-dire... Là, on parle d'un rapport donc de la Cour des comptes qui a été présenté à la Commission des finances de l'Assemblée nationale fin septembre, effectivement, et qui laisse entendre qu'on pourrait y avoir une réforme sur les droits de succession et qui pourrait durcir un petit peu quand même le sujet. Mais ce que vous dites, c'est à recette constante. Pas pour tout le monde, d'accord. En tout cas, c'est le projet initial de la Cour des comptes. Comme on a par ailleurs un problème de déficit public qu'il va falloir combler d'une façon ou d'une autre, ça peut être tentant pour le législateur de profiter de cette réforme pour augmenter les recettes. Mais finalement, notre rôle, et c'est ce que disait Pierre-Elliott Blum, notre rôle, c'est de garder les options ouvertes pour nos clients, parce que l'inaction est rarement une bonne solution. Et on se doit d'avancer, mais on se doit d'avancer sans se fermer de porte, parce que finalement, d'ici quelques mois, on y verra peut-être un peu plus clair sur l'évolution des stratégies à mettre en œuvre, notamment en termes de planification de succession. Pierre-Elliott Blum, donc il y a effectivement ce rapport de la Cour des comptes qu'a mentionné Guillaume Essette. Ça, c'est une théorie proposée par la Cour des comptes, présentée à la Commission des finances. Puis il y a le début de la pratique, ce qui effectivement tend à voir le jour au sein des échanges qu'on peut avoir sur le projet de loi de finances. Qu'en est-il en matière de succession ? Moi, j'ai noté effectivement qu'on allait pouvoir permettre une transmission anticipée de l'assurance vie, par exemple. Ça va plutôt dans le bon sens. Ça, c'est une première chose qui va dans le bon sens. Il y a cette idée aussi d'abattement en ligne directe qui serait relevé de 100 000 à 120 000 euros. On serait plutôt, sur ces deux premiers exemples, vers un allègement ou une facilitation quand même en matière de droit de succession. C'est l'arbre qui cache la forêt ? Je pense que c'est plutôt, comme disait Guillaume Essette, l'arbre qui cache la forêt. D'accord. On est plutôt sur un durcissement a priori des droits de succession, puisque la situation des finances publiques n'est pas au mieux, et donc il y a deux possibilités, soit augmenter les prélèvements obligatoires, soit baisser les charges publiques. Et donc, le choix a été plutôt porté sur la première option. Exactement. Et le choix des parlementaires est plutôt opté sur la première option. Et donc, se pose la question de venir rajouter une sorte d'équité en termes de droits de succession, et surtout de mettre fin à certaines niches fiscales, comme certains parlementaires l'appellent, qui touchent principalement le pacte du trait et l'assurance vie. Quand on parle aujourd'hui du pacte du
Dutreil. Le pacte Dutreil a été mis en place en 2003 pour faciliter les transmissions d'entreprise. Et par le biais de ce mécanisme, certains dirigeants peuvent transmettre leur entreprise individuelle ou entreprise société normale, classique, avec un abattement, une exonération de 75% de la valeur. Ce qui permet donc, sous condition. Sous condition, évidemment. Alors, il y a des conditions très strictes qui doivent être respectées, mais malgré tout, quand on met en place ce régime-là, on a 75% d'abattement, donc d'exonération de la valeur. Donc, finalement, on n'est taxé que sur 25%. Et donc, le rapport de la Cour des comptes est venu souligner le fait que seule une partie des contribuables pouvaient bénéficier de ce régime-là, principalement les entrepreneurs un peu plus aisés, et que du coup, dans un souci d'équité, il souhaiterait ou il recommanderait de venir modifier ce régime particulier. On a des indices aujourd'hui sur le fait que ça pourrait effectivement avancer dans cette voie ? Alors des indices, certains parlementaires, on a plusieurs amendements qui ont été déposés et qui ont été discutés. Certains ont été votés d'ailleurs. Le gouvernement est plutôt contre, puisque le gouvernement souhaiterait maintenir une certaine facilité de transmission d'entreprise pour garantir, si vous voulez, les transmissions d'entreprise, le plein emploi en France. Donc on serait plutôt sur des parlementaires pour, mais un gouvernement contre. Donc encore une fois, c'est une indécision et donc on va savoir assez rapidement ce qui sera le sort du pacte Dutreil. Guillaume Essette, ça peut changer pas mal de choses quand même pour des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, pour la pérennité d'activités familiales, qui pourrait avoir un impact sur l'emploi ou autre. C'est pas sur ça que je vous demande de réagir, mais sur la stratégie patrimoniale derrière qu'on peut mettre en place quand on anticipe que ça peut évoluer d'ici la fin de l'année, cette possibilité, cette facilité de transmission d'entreprise. Alors, sur la stratégie patrimoniale pour le chef d'entreprise qui veut transmettre, il faut revenir, je pense, aux origines, à l'origine de la loi. L'intention du législateur, c'était de permettre la continuité d'activité de ces entreprises sans forcer le dirigeant ou ses héritiers à céder l'entreprise pour payer notamment les droits de succession sur la valeur de celle-ci. Donc ça, je ne pense pas que ça soit un principe qui soit remis en cause. C'est simplement dans les modalités d'application. Il est vrai qu'il est tentant pour un chef d'entreprise qui bénéficie du dispositif, au sein de son entreprise, au-delà de l'exploitation commerciale ou industrielle, libérale, classique, de loger des actifs plus patrimoniaux, de loger peut-être de l'immobilier ou différents autres actifs qui ne sont pas directement liés à l'exploitation de l'entreprise. Et c'est là où potentiellement... semble-t-il, c'est là-dessus que il est possible que les conditions deviennent beaucoup plus restrictives, de façon à éviter, aux yeux du législateur, que le chef d'entreprise bénéficie de cet abattement aussi pour des actifs qui sont assez indirectement reliés à l'exploitation de l'entreprise en elle-même. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on soit tous très attentifs. Pacte Dutreil, c'est très bien. Attention à la mise en œuvre. Attention à ce qu'on met réellement dedans, parce qu'il pourrait y avoir une analyse un peu plus fine de ce qu'on accepte ou non au sein d'un pacte Dutreil. C'est ce que vous dites. C'est le sens du rapport de la Cour des comptes. Et me semble-t-il, ça serait une façon de limiter le coût pour les finances publiques tout en conservant l'esprit de la loi. Après, le diable est dans les détails et il faudra du temps pour voir comment évoluent les instructions fiscales à ce sujet. Pierre Yotblum, l'assurance vie, vous l'avez mentionné, c'est effectivement l'autre mécanisme, l'autre véhicule d'investissement dans le viseur de ce rapport. À quoi faut-il s'attendre ? Puisque je le disais tout à l'heure, pour l'instant, les premiers amendements qu'on voit dans la presse et qui ont été votés laissent plutôt entendre qu'on simplifie quelque part l'usage de l'assurance vie, notamment avec la possibilité de transmettre de son vivant aux bénéficiaires en ligne directe. Alors il y a effectivement cette règle de simplification qui pourrait voir le jour, mais il y a aussi surtout une réforme assez générale du régime fiscal de l'assurance vie, puisque aujourd'hui l'assurance vie bénéficie d'un régime assez intéressant en matière de fiscalité, puisqu'on est sur ce qu'on appelle un droit sui generis, donc ça échappe sous certaines conditions au droit de succession. Et donc, on a des règles très particulières avec une exonération, un premier abattement de 152 000 € versus 100 000 € en ligne directe quand on est sur une succession classique. Et ensuite, on a des taux avantageux jusqu'à un certain seuil, mais on est plafonné à 31,25%. Le projet, ou du moins certains amendements, envisagerait de venir réformer, donc d'aligner la fiscalité de l'assurance vie sur celui de la succession en ligne directe. Avec toujours
Mais pour l'instant, ça n'a pas trouvé... Ça n'a pas trouvé encore... Bon, alors ça n'a pas été voté, ça c'est sûr, Ouais. mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est en discussion et qu'un certain nombre de parlementaires envisageraient fortement, d'ailleurs des deux camps, que ce soit à gauche ou à droite, de mettre en place une telle réforme pour aligner la succession, les droits de succession en matière d'assurance vie sur celui des successions classiques en ligne directe. Et ça pourrait avoir un impact beaucoup plus conséquent quand même en matière de gestion de son patrimoine, Guillaume Essette, et que ce soit de choix réalisés de son vivant et évidemment en matière de succession. Alors oui, en particulier pour les gros capitaux, puisque le principe de l'abattement de 152 000 euros par bénéficiaire, c'est-à-dire, si on prend l'exemple classique de parents qui ont, disons, 3 enfants, 2 parents, 3 enfants, ça peut faire 6 fois 152 000 euros d'abattement, ce qui Bien est sûr. déjà intéressant. Bien sûr. Néanmoins, au-delà de 152 000 euros par bénéficiaire, les discussions qui sont en cours et dont on verra l'issue, envisagent de passer au barème progressif des droits de succession classiques, ce qui dépasse au-delà de 152 000 euros par bénéficiaire. Alors, aujourd'hui, on est à 20%, puis ensuite à 30%. Sur ce qui dépasse des 152 000 euros en assurance vie. Oui. Pour des patrimoines un peu importants, on est rapidement dans une tranche à 30, voire à 40% de droits de succession en direct. Sur ce qui dépasse. Donc, il va y avoir, selon les cas, une révision des stratégies patrimoniales en vue d'une succession à mettre en œuvre si ces dispositifs passent, en particulier pour les capitaux les plus importants. À noter quand même que, bien sûr, c'est tentant pour le législateur d'augmenter les recettes publiques de cette façon, tout en s'adressant principalement aux ménages les plus aisés. Néanmoins, l'assurance vie est quand même une source de financement de la dette publique extrêmement importante. Donc il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des discussions un peu serrées avec Bercy sur ça ferait rentrer peut-être un peu plus d'impôts, bien qu'ils seront certainement mis en œuvre par les plus gros patrimoines d'autres mécanismes pour favoriser leur transmission, mais aussi si ça a pour effet de diminuer les encours d'assurance vie qui financent la dette publique, c'est pas forcément souhaitable au global. Donc oui, on va vous voir faites mention comment des fonds euros, effectivement, sur lesquels sont massivement investis les assurances vie en France. Ça pourrait avoir un impact sur les encours et donc sur l'achat de dette française quelque part. Absolument. Donc on va voir comment tout cela s'équilibre, puisque c'est un sujet qui peut avoir des effets de second tour assez importants. Ce qui est certain, c'est que pour nous, en tant que praticiens, une famille qui a des capitaux importants en assurance vie, souscrit avant 70 ans, versé avant 70 ans, et donc qui envisage de bénéficier de ce système. Si le système change, une réflexion sera engagée, et l'assurance vie, c'est réversible. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, à 80 ans, si on estime que c'est plus la meilleure solution, décider de faire autrement pour préparer. Pierre-Elliott Blum, très rapidement, le fait que l'assurance vie soit massivement investie en fonds euros, ça peut être une sorte de bouclier de protection en matière de fiscalité, ou il ne faut pas compter dessus à l'heure actuelle ? Ça peut être une protection, comme disait Guillaume Essette, l'argent investi massivement en contrat d'assurance vie permet de financer des développements de l'État, de la vie publique, de la dette, et donc effectivement c'est un bouclier qui pourrait permettre d'éviter une telle réforme. Bon, je rappelle qu'on n'a pas encore de certitude sur le sujet, mais on commente effectivement les informations qu'on a au jour le jour. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Guillaume Essette, directeur associé de Gfineo. Merci Pierre-Elliott Blum, avocat associé spécialisé en fiscalité au sein de l'UMA Avocat. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.